Bonjour, je m'appelle Marceline Djemeni Chamabé. Je suis enseignante à l'École normale supérieure de Yaoundé et ma présentation porte sur le workshop 1 dont le titre est International Cooperation in Teacher Education, Challenges and Potentiality. Alors, quels sont donc les objectifs de cette communication? Nous en avons trois. Notamment, le premier objectif porte sur identifier les facteurs ayant conduit à la coopération internationale. 2. Définir les enjeux et les défis de la coopération. Et 3. Préciser les potentialités de cette coopération pour la formation des enseignants. Pour présenter donc, pour atteindre ces objectifs, nous avons un plan tout à fait classique qui comporte une mise en contexte avec une introduction, une première partie qui porte sur quelques facteurs ayant influencé l'apparition de la coopération internationale et leurs conséquences, notamment en A, les enjeux, en B, les défis, et une deuxième partie qui porte sur la coopération internationale comme un nouveau savoir méthodique sur l'enseignement de l'éducation au développement durable et à l'éducation aux droits de l'homme à l'École normale supérieure de Yaoundé, et enfin la conclusion. S'agissant donc de ce thème et de la mise en contexte, nous avons trois concepts clés que nous allons essayer de comprendre. Il y a d'abord le concept de la coopération internationale, ensuite celui de l'enseignement de l'EDD, c'est-à-dire l'éducation au développement durable, et l'école normale supérieure. Comment peut-on définir donc la coopération internationale? On peut comprendre ce concept comme une association, une entente, un contrat entre deux organisations. Ici, la coopération contient l'idée de participer à une œuvre commune. Elle pose le problème de ses fondements et c'est en cela qu'interviennent les bénéfices mutuels, car la coopération dépend des gains qu'en tirent les parties prenantes. Notamment, lorsque les bénéfices sont compris par les deux parties, il peut y avoir une densité relationnelle forte. Dans la construction de la coopération, il y a toujours ambivalence entre la perception de la plus-value et l'engagement relationnel des acteurs. Les éléments constitutifs de la coopération sont, dans ce cas, la confiance, l'engagement, la cohésion, la cohérence. La cohérence, pour sa part ici, indique l'idée de la solidarité des parties, là où la coordination indique plutôt l'idée d'harmoniser les activités diverses dans un souci d'efficacité. Les notions de cohérence, de cohésion et de coopération ainsi que de cohésion sont le plus souvent utilisées de façon peu distincte les unes des autres. Notamment, c'est Usan et Akar qui le disent en 2003. Dans l'ensemble, on distingue deux approches de la coopération internationale. Une approche qui peut être organiciste, selon Barnard, Durkheim, Fayol, Lorenz, Losch ou Mintzberg. Dans ce cas, la coordination peut aussi avoir une autre approche qui est individualiste, selon l'approche de Weber, de Taylor ou de Simon. Dans l'approche individualiste, on accorde plus de poids au comportement individuel qu'à l'organisation, alors que dans l'approche organiciste, c'est plutôt le contraire. Alors, comment est-ce que l'éducation au développement durable peut-elle se définir? Robin Tai, en 1998, définit l'éducation au développement durable comme un processus permanent d'apprentissage qui concourt à la formation des citoyennes et des citoyens ayant acquis les savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-vivre ensemble, leur permettant de s'engager dans des actions individuelles et collectives fondées sur les principes d'interdépendance et de solidarité qui favorisent l'harmonisation des relations personnes, société, environnement et l'avènement des sociétés écologiquement viables, sociopolitiquement équitables et économiquement justes, ici et ailleurs, maintenant et pour les générations futures. La coopération internationale, l'éducation au développement durable pour l'École normale supérieure de Yaoundé. Comment donc présenter l'École normale supérieure de Yaoundé?
C'est une école de formation des enseignants. Elle a été créée en 1961 par l'UNESCO et accueille deux types de publics cibles, les élèves professeurs et les élèves conseillers d'orientation. Elle offre une formation de 2 cycles. Le premier cycle dure 3 ans, alors que le second cycle dure 2 ans. Cette formation se fait dans 14 filières différentes, dans les domaines des sciences humaines et sociales, comme l'histoire, la géographie, les langues et les sciences abstraites comme les mathématiques et les sciences expérimentales, la biologie, la physique et la chimie. Cette formation développe en gros 3 compétences clés. Les compétences disciplinaires dans les différents domaines que nous venons de citer, qui comptent pour 70% dans la formation. Les compétences professionnelles, environ 25%, qui sont dans le domaine des sciences de l'éducation, et les compétences transversales, qui comportent ici la langue, l'informatique, le français et l'anglais. Donc, les diplômes qui sont délivrés par l'École normale supérieure sont le DIPES 1 pour le premier cycle et le DIPEN 2 pour les étudiants qui sont en sciences de l'éducation, dans la filière sciences de l'éducation, et le DIPO, c'est-à-dire les diplômes des conseillers d'orientation pour ceux des étudiants qui se préparent à l'orientation. La formation à l'école normale a engagé des réformes curriculaires depuis 2 années. Même si cette école est la première école de formation des enseignants au Cameroun, l'on comprend bien avec les enjeux actuels qu'elle s'engage dans la coopération, même si dès la création de l'école normale supérieure, l'école est le fruit de la coopération avec les organismes comme l'UNESCO. À partir donc de ces 3 concepts, certains enjeux se dégagent parce que les savoirs qui sont liés à l'éducation au développement durable sont des savoirs particuliers qui ne sont pas seulement académiques et qui ne relèvent pas seulement du scolaire coutumier tel que nous le connaissons déjà dans nos programmes. Ces savoirs, comme ceux de l'éducation au développement durable et l'éducation aux droits de l'homme, selon Marcel Jolivier, ce sont des savoirs hybrides. Cadot, en 2011, les qualifie même de savoirs distribués, controversés et sous influence, et qui nécessitent donc des approches d'enseignement particulières, notamment les approches transdisciplinaires, intradisciplinaires ou interdisciplinaires, parce que ce sont des nouveaux savoirs qui renouvellent le schéma modèle cognitif, les modèles opératifs du fait qui comportent en eux-mêmes les concepts et l'action. Ils sont donc situés aux confins des sciences sociales et humaines, puisqu'on a parlé de la personne, de la société et de l'environnement. Et donc, ils comportent des références implicites et des valeurs. Ils sont produits au niveau académique ou dans le cadre professionnel. Et sur le plan éducatif, un certain type de coopération est nécessaire pour que les formateurs, en termes de compétences, puissent intégrer l'éducation au développement durable dans leurs projets d'enseignement. Et alors, depuis 3 décennies déjà, le développement durable et plus largement l'état de la planète et son avenir sont devenus un champ de recherche et d'initiatives raisonnées en pleine expansion, offrant à l'éducation au développement durable des références rigoureuses et novatrices, notamment les cas de Milo, Labranche, Grandon, Vaillancourt, Grumiaux, etc. Introduire l'éducation au développement durable dans la formation, est-ce introduire une nouvelle discipline ou alors la réduire aux concepts qui existent déjà? Plusieurs objections se lèvent et tiennent à des raisons historiques et institutionnelles. Dans cet ensemble, pour que la formation au développement durable ait un sens, il faut une certaine préparation. C'est ainsi que l'ANGE, en 2006, identifie 4 ancrages qui sont indispensables à un renouvellement de la formation des enseignants pour l'acquisition des compétences
en éducation au développement durable et éducation aux droits de l'homme. Premièrement, un ancrage épistémologique. Ensuite, un ancrage dans la didactique des questions socialement vives. Troisièmement, un ancrage curriculaire. Et quatrièmement, un ancrage psychopédagogique. Un ancrage psychopédagogique dans la didactique curriculaire. Cette éducation s'inscrit dans ce qu'on appelle les éducations à la santé, à l'environnement et au développement durable. Quels sont donc les défis que pose cet ancrage, ces 4 niveaux d'ancrage? Les défis sont politiques et contextuels, organisationnels et techniques, mais aussi méthodologiques, parce que dans les projets d'éducation au développement durable, il y a l'implication des acteurs variés, dont les défis pour la coopération, de la cohérence, de la cohésion, de l'engagement, de la confiance. Weschwager, en 2003, définit la cohésion comme le fait de maintenir unis, car la cohésion représente la force d'attraction qui existe entre les membres d'un groupe, conduisant à une forme de conjonction solidaire et harmonieuse des émotions et des sentiments dans le sens de la construction de compromis entre les agents du groupe au nom des perspectives d'une identification commune. La cohésion conduit donc à un partage collectivement accepté de valeurs et à la construction d'une confiance organisationnelle entre les parties en coopération, notamment les écoles, les enseignants et les étudiants. Donc, ainsi présenté au niveau politique et contextuel, la coopération, le cas de la coopération entre l'École normale supérieure de Yaoundé et la Haute École de pédagogie de l'UCN, au niveau politique et contextuel, a donc produit des accords de coopération qui ont été signés entre ces deux institutions. Au niveau organisationnel, des contacts entre les deux organisations ont abouti à un projet d'éducation de formation des enseignants comprenant plusieurs volets. Un volet théorique et pratique. Les deux parties se sont engagées dans un réseau relationnel combinant rencontres présentielles et à distance pour une durée de 2 ans, qui a donc produit sur le plan méthodologique l'élaboration d'un projet d'éducation au développement durable, éducation aux droits de l'homme, comprenant l'identification d'une problématique, les investigations théoriques, l'élaboration des outils d'enquête empirique, la collecte de données, la définition des thématiques et la constitution des équipes de travail mixtes, l'élaboration des outils d'enseignement-apprentissage de l'éducation au développement durable et l'éducation aux droits de l'homme, et l'intégration de ces outils dans l'enseignement-apprentissage et dans les curricula, et enfin l'évaluation. Quels sont donc les résultats de cette coopération? À ce niveau de la coopération, il y a un thème qui a été défini, la déforestation, qui est ressorti comme une thématique pouvant intéresser les deux parties, comme projet pour l'éducation au développement durable et l'éducation aux droits de l'homme. Ce thème intéresse les deux parties parce que la déforestation a des conséquences aussi bien au nord qu'au sud. Même si au nord, il s'agit plus de développement urbain et des problèmes climatiques, au sud, il y a aussi des effets de la déforestation sur les aspects politiques, sociaux, culturels ainsi qu'économiques. Des investigations théoriques et méthodologiques impliquant la cognition située et l'approche de résolution des problèmes a permis donc aux deux équipes du Nord et du Sud d'élaborer des outils d'enquête de terrain et de mettre en place des collectes de données auprès des populations ciblées composées au Sud des Pygmées, des populations rurales et urbaines, avec comme cible les enseignants, les élèves du primaire et les ONG. L'analyse des données collectées selon la méthode de la recherche-action a finalement permis de retenir 6 sous-thèmes. Ces sous-thèmes qui portent aussi bien sur les politiques, sur la formation,
que sur la déforestation. Ces outils vont donc, et ces thèmes ont donc permis aux équipes d'élaborer les outils d'enseignement-apprentissage de l'éducation au développement durable, l'éducation aux droits de l'homme par les futurs enseignants et l'intégration de cet enseignement-apprentissage de l'éducation au développement durable dans les curricula. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces résultats et à la mise en perspective de la coopération, s'agissant de la cohérence, de la cohésion, de l'engagement et du futur? La formation des enseignants est importante car l'ignorance est la source de tous les maux. Il faut la combattre énergiquement, disait de La Salle en 1221. Donc pour la cohésion, la coopération a permis d'éduquer au sens où elle a permis de transmettre aux futurs enseignants une tradition des coutumes, des façons de faire. Transmission formelle et informelle à travers des activités de groupe, un réseau d'échanges utilisant les TIC. Par exemple, les rencontres de travail régulières, enseignants, futurs enseignants. Et s'agissant de la cohérence, la solidarité des parties prenantes pour produire des outils théoriques et de terrain, des réflexions conjointes sur les procédés pédagogiques et des perspectives de suivi et d'encadrement conjoint des étudiants. S'agissant de l'engagement et de la coordination, l'harmonisation des activités, l'élaboration des outils de formation, de recherche et de solutions diverses ont permis l'efficacité du projet, ainsi que l'implication des politiques aux séances de travail. Le reporting régulier des points focaux et la communication ont donc permis d'harmoniser la coordination du projet. S'agissant de la deuxième partie, nous pouvons donc dire que l'éducation au développement durable et l'éducation aux droits de l'homme est un problème de formation qui a été résolu au Cameroun par la coopération Nord-Sud. Nous avons l'audace de penser que par cette coopération, une didactique de l'éducation au développement durable a été mise en place pour permettre aux futurs enseignants de pouvoir enseigner solidement ces concepts. En conclusion, par coopération internationale ici, dans notre cas, nous entendons la relation d'entente et d'échange entre deux institutions nord-sud, portant sur le développement de certains savoirs et savoir-faire propres à l'enseignant, c'est-à-dire un ensemble de contenus, de démarches méthodologiques formulées à l'intention du futur enseignant en vue de l'aider à bien enseigner l'éducation au développement durable, démarches qui adoptent des approches transdisciplinaires, interdisciplinaires, intradisciplinaires qu'il ne faut pas confondre avec les contenus à enseigner. Donc, en gros, il y a eu plusieurs acquis de la coopération et peut-on espérer mieux pour le futur, notamment un modèle combiné organiciste et individualiste pourrait-il favoriser de meilleurs résultats? Nous pensons que cette recherche a permis donc la conciliation des stratégies pour un traité de la pédagogie au développement durable et au développement des droits de l'homme au nord et au sud. Je vous remercie de votre aimable attention et vous pouvez nous transmettre vos questions. Merci.